Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Vous avez sans doute vu cette image de la soirée hier soir, la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. C'était symbolique cette rencontre, c'est le premier chef d'État étranger à la rencontrer. Non, ça devrait vous rassurer parce qu'on a cherché à infantiliser un peu les électeurs dans cette élection en Italie en expliquant que l'extrême droite, les postes fascistes étaient aux portes du pouvoir. Puis on se rend compte que tout se passe bien. Elle assume son passé politique. Madame Meloni, qui est aujourd'hui première ministre d'un grand pays, qui est l'Italie, a été saluée très tôt par le président ukrainien, M. Zelensky, qui a salué sa victoire, la présidente de la Commission européenne, qui avait pourtant mis en garde en disant « attention, les Italiens ne doivent pas voter pour eux », etc. Et puis elle rencontre le président de l'un des principaux pays en Europe, c'est-à-dire la France, Emmanuel Macron. Donc vous voyez, tout se passe bien. Ça veut dire que la construction entre les deux pays, le travail à venir entre les deux pays pourra se passer normalement. Et d'ailleurs, si l'on regarde la constitution du gouvernement de Giorgia Meloni, eh bien, il y a finalement peut-être des signes qui devraient vous inquiéter, Jordan Bardella, avec un ministre de l'économie plutôt pro-européen, ancien ministre de Mario Draghi. Non mais moi je n'ai pas à être inquiet pour le peuple italien. Je veux dire, les Italiens, ils ont voté et ils ont dans cette coalition de gens qu'ils ont encore une fois choisis, puisqu'ils les ont portés au pouvoir, je dirais 50 nuances de droite. C'est-à-dire qu'on a la tendance qui est plus proche de LR, qui est la tendance de M. Berlusconi. On a nos alliés de la Lega, de Matteo Salvini, et Mme Meloni qui a porté cette coalition. Donc moi, je souhaite bon vent à ce gouvernement. Vous n'avez pas peur d'être déçu? Même si je suis déçu, ce ne serait pas à moi ni d'être enthousiaste ni d'être déçu, c'est au peuple italien qui a voté. Et j'espère en tout cas que ce gouvernement italien, en tout cas indépendamment de ce qu'il fera dans sa politique intérieure, sur l'économie, l'industrie, ça c'est le choix des Italiens, mais réussira à endiguer cette vague migratoire que subit l'Italie, que subit l'Europe tout entière, et avec lequel nous avons évidemment, je parle de cette coalition, des positions communes. Vous savez que le vice-premier ministre de Mme Meloni, M. Salvini, est l'allié historique du Rassemblement national. Nous siégeons avec la Lega au Parlement européen et nous avons vocation à travailler ensemble dans les prochaines années. C'est moins le cas avec Giorgia Meloni. Marine Le Pen a peut-être moins de proximité avec elle. Oui, moins de proximité parce que Mme Meloni siège dans le groupe européen des conservateurs européens. Donc, si vous voulez, il peut y avoir évidemment des points de convergence, mais je pense qu'on partage la volonté de défendre notre identité, à la fois française, italienne, européenne, de protéger notre continent et surtout de rendre le pouvoir au peuple. C'est peut-être ça qui dérange une grande partie des élites françaises, des élites européennes et probablement la Commission européenne, c'est que Mme Meloni, elle veut faire passer l'intérêt de son peuple avant l'intérêt des intérêts privés. Mais Jordan Bardella, quand vous l'entendez dire, Giorgia Meloni, que son gouvernement sera résolument pro-occidental, favorable à l'OTAN et prenant toute sa part au sein de l'Europe, est-ce que vous ne dites pas c'est finalement ce que l'on combat, nous, l'alliance dans l'OTAN, un renforcement de la présence de la France dans l'OTAN? Sortir du commandement intégré de l'OTAN, compte tenu du contexte de guerre, évidemment, je pense que cette mesure n'est pas des plus urgentes et que la condition aujourd'hui d'une renégociation d'éventuels traités européens ou internationaux, c'est que cesse la guerre entre l'Ukraine et la Russie et qu'on retrouve tous ensemble les conditions de la paix. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen a réclamé il y a quelques jours que soit organisée une grande conférence internationale sur la paix. On va venir sur le sujet ukrainien dans un instant. Si vous voulez, encore une fois, ça relève de la politique intérieure des Italiens. Je note qu'on a probablement une approche de la question européenne et de la question migratoire qui est assez similaire. Vous savez que nous souhaitons aujourd'hui tout changer en Europe sans rien détruire pour rendre le pouvoir à l'ensemble de nos peuples. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de voir un gouvernement plutôt tendance souverainiste arriver à la tête d'un grand pays comme l'Italie. Est-ce qu'une rencontre entre Marine Le Pen, peut-être vous, et Giorgia Meloni est prévue? Pour l'instant, ça n'est pas prévu. Vous la souhaitez? Je pense, c'est pas que je la souhaite, je pense que Mme Meloni et M. Salvini ont peut-être autre chose à faire dans les prochains jours que de recevoir des représentants du Rassemblement national. Mais vous savez, on se voit, on se parle avec l'ensemble de ces députés souverainistes italiens, quelle que soit leur étiquette politique, notamment au Parlement européen. Moi, je suis premier vice-président de notre groupe à l'Europe qui est présidé par un député de la Ligue, Marco Zanni. Donc, on a des liens et c'est vrai que l'Europe aujourd'hui de Mme Meloni, de M. Orban, demain, je l'espère, de Marine Le Pen, n'est pas la même que l'Europe d'il y a 10 ans, de Mme Merkel, de M. Draghi ou évidemment d'Emmanuel Macron. On voit que, si vous voulez, il y a une prise de conscience qui dépasse les frontières françaises et qui dit beaucoup du réveil des peuples. Mais pour les l'instant, peuples ne supportent plus
d'avoir des représentants à la tête de l'État qui défendent le libre-échange le plus total, la dérégulation, le pouvoir au marché financier et évidemment une submersion migratoire qui n'a absolument aucune limite pour les gens qui nous dirigent. Vous parliez de votre présence au Parlement européen, vous êtes député européen, vous serez candidat à votre réélection en 2024. 2024, c'est encore très loin. J'ai fait le choix de ne pas me présenter aux élections législatives en France pour me concentrer sur cette prochaine bataille européenne, parce que je pense qu'elle est absolument centrale et qu'elle interviendra à la moitié du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc en vérité, ça sera le juge de paix qui déterminera si oui ou non nous sommes encore une fois dans cette logique d'alternance à Emmanuel Macron. Donc vous mènerez ce combat? Je ne sais pas si je mènerai ce combat comme tête de liste. En tout cas, je serai probablement candidat. Et justement, au Parlement européen, vous plaidez pour un rapprochement des formations souverainistes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a deux groupes. Où en sont ces discussions pour justement faire peut-être un groupe d'opposition uni? La création d'un groupe souverainiste uni reste évidemment un objectif à terme, et peut-être que les prochaines élections européennes seront une opportunité supplémentaire. Ce que je note aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, dont on a dit pendant très longtemps qu'elle était et que nous étions isolés sur la scène internationale, a multiplié en 2022 les rencontres avec le Premier ministre polonais, le Premier ministre hongrois, récemment, à Madrid avec les responsables de Vox qui sont très bien positionnés dans les sondages aujourd'hui en Espagne. Donc vous voyez que ce qu'on porte, et c'est peut-être là moi le message d'espoir que je veux donner à l'ensemble de nos électeurs et à l'ensemble des patriotes en France, c'est que le courant que nous portons en France, on le voit bien au travers de la discussion qu'on a depuis quelques minutes, est en train de se constituer, de se lever dans tous les pays d'Europe. Et donc nous ne sommes plus seuls et probablement que nous serons à plusieurs gouvernements souverainistes dans les prochaines années, amenés à réorienter radicalement la construction européenne, parce qu'on voit bien que plus l'Union européenne s'est approfondie dans les transferts de souveraineté, les transferts de pouvoir vers Bruxelles, plus nos nations se sont en réalité affaiblies derrière. Alors Emmanuel Macron était hier à Rome pour prononcer un discours sur la situation diplomatique internationale, le conflit en Ukraine. Il a redit que la politique de sanctions à l'égard de la Russie se poursuivrait. On sanctionnera jusqu'au dernier quart d'heure. On le sait, Jordan Bardella, vous êtes opposé à cette politique de sanctions, mais pourtant on constate que la Russie est affaiblie dans son économie, peut-être dans son soutien même Excusez-moi, il y a des sanctions qui fonctionnent. Et là, je ne les conteste pas. Je pense aux sanctions sur les semi-conducteurs, les sanctions sur évidemment les dirigeants, les faiseurs de guerre, notamment sur les oligarques. Je n'ai pas de débat là-dessus. Les sanctions bancaires, par exemple. Mais on constate que tout ce qui relève de la partie énergétique des sanctions, c'est cette partie-là que nous contestons, ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, si ça avait arrêté la guerre, je pense qu'on s'en serait aperçu. Depuis en tous les cas, on constate 2021, un repli des forces russes sur certains théâtres d'opération. Toute chose n'étant pas égale par ailleurs. S'agissant des sanctions énergétiques, depuis 2021, la Russie a multiplié par 2 ses excédents commerciaux et a vu ses revenus d'hydrocarbures augmenter de 41%. Et pour une raison très simple, c'est qu'elle nous vend peut-être moins de pétrole, mais elle nous le vend plus cher. Et on voit bien que la France continue et prévoit encore, et c'est le cas d'un certain nombre d'autres pays européens, de continuer à acheter du pétrole parce qu'on se rend compte dans un certain nombre de domaines énergétiques qu'on n'a pas d'autres moyens. Et si vous voulez, nous, ce qu'on a dénoncé, c'est l'hypocrisie de ce gouvernement qui consiste à dire, pas seulement M. Macron, mais aussi la présidente de la Commission européenne, à dire on n'achète pas et on prévoit de ne plus acheter d'hydrocarbures à la Russie, mais on achète, on achète du pétrole russe qui passe par l'Inde ou qui passe par l'Iran qui nous le revend beaucoup plus cher. Donc tout ça est d'une hypocrisie totale. Et moi, si vous voulez, quand je vois que la Russie est noyée sous le cash, pour reprendre l'expression de François Langlais, dont on ne peut pas pour le coup suspecter de proximité avec le RN, même si avant tout le monde nous avions dit que cette politique de sanctions énergiques serait contre-productive, je vois l'inflation augmenter en Europe et les problèmes d'approvisionnement en électricité, en gaz et en pétrole s'accélérer. Donc, si vous voulez, moi, je défends la réelle politique et je ne crois qu'en ce que je vois. Or, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la Russie s'enrichit au niveau énergétique et que nous sommes, nous, toujours dans une dépendance toujours plus importante à l'égard de l'étranger. Encore une fois, c'est pas pour faire un peu la rétrospective, mais nous l'avions dit tout cela, et nous l'avions dit avant tout le monde. Alors, vous plaidez pour maintenir ce canal de communication avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Hier, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, s'est entretenu avec son homologue russe. Il y a des inquiétudes du côté de la Russie que l'Ukraine fasse usage d'une bombe sale. Est-ce que ce conflit qui dégénère, cela vous inquiète? Non, mais moi, le conflit m'inquiète depuis son origine. Parce qu'en vérité, personne n'est en mesure de dire jusqu'où peut aller ce conflit. Évidemment que d'un côté comme de l'autre,
l'utilisation soit de bombes sales, soit de l'autre côté d'armes éventuellement de frappe tactique, c'est-à-dire d'armes nucléaires, est évidemment à prendre au sérieux. Je pense qu'il faut aujourd'hui tout faire pour trouver les conditions de la paix. Et c'est la raison pour laquelle, je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen et le Rassemblement national ont demandé que soit organisée une grande conférence internationale pour la paix, en mettant autour de la table les représentants de la Russie et les représentants de l'Ukraine. Ça, c'est ce que peut faire la France. Maintenant, cette guerre n'est pas la nôtre et nous aurions tort de chercher toujours plus loin la ligne rouge, par exemple en envoyant des soldats. Sur les armes, on a été très prudents. Pour l'instant, il n'est pas question d'envoyer des soldats, il est plutôt question de former des militaires ukrainiens. Oui, ce qu'on a toujours fait d'ailleurs. Je veux dire, former des soldats étrangers sur le sol français, ça se fait depuis très longtemps. Donc c'est la bonne stratégie. Oui, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Nous avons été favorables, nous, très tôt, à ce qu'on puisse accueillir en France des familles ukrainiennes qui seraient en difficulté, qui fuiraient la guerre et qui auraient besoin temporairement de bénéficier du droit d'asile, d'apporter une aide humanitaire aux populations qui sont aujourd'hui sous les bombes. Mais ce qui est clair, et encore une fois, on est sans ambiguïté là-dessus, il y a dans cette guerre un agresseur, un agressé, et Vladimir Poutine a franchi une ligne rouge en violant la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Mais encore une fois, je veux dire, si la France, la diplomatie française avait la solution pour la paix, je pense qu'elle aurait déjà été trouvée depuis très longtemps. Donc je maintiens que la solution, elle reste diplomatique et qu'il faut continuer, évidemment, parce que ça serait mentir aux Français que de leur expliquer que demain et après-demain, nous ne dialoguerons pas avec la Russie. La Russie est une grande puissance qui le restera, quoi qu'on en dise, indépendamment de ses intentions, qui peut être à la fois un allié, un partenaire, et comme c'est le cas depuis plusieurs mois, un adversaire. Jordan Bardella, demain, en tant que président du Rassemblement national, peut-être, si les électeurs, les adhérents du Rassemblement national en décident, vous maintiendrez, vous renforcerez cette relation avec la Russie. Le journal du dimanche, dans son édition d'hier, a présenté Philippe Ollivier comme un émissaire, en quelque sorte, de votre formation politique pour entretenir des liens avec notamment un oligarque. Non mais Monsieur Ollivier, qui est député européen, n'a pas de lien trouble avec la Russie, je tiens à le dire, que ce soit extrêmement clair. Ça fait et il n'a pas de mandat de votre parti 50 ans. Non mais attendez, on a le droit, pour mener des alliances. On lui reproche d'être allé en Russie pendant la finale de la Coupe du Monde de football pour assister au match de la finale de la Coupe du Monde à Moscou. Et à cette occasion, il a pris un café avec un chef d'entreprise russe qui est par ailleurs un oligarque. Excusez-moi, mais faut peut-être arrêter la paranoïa. Je veux dire, le Rassemblement national aspire à prendre la tête de l'État dans 5 ans et à succéder à Emmanuel Macron. Il est parfaitement normal que notre mouvement politique entretienne des liens avec tous les pays du monde et multiplie les contacts. C'est très amusant, ces reproches qui nous sont faits et qui le JDD reprend là une vieille musique de fond qui est utilisée par le gouvernement. On nous a reproché pendant très longtemps de vouloir isoler la France. On nous a dit si vous arrivez au pouvoir, ça va être absolument horrible. Plus personne voudra vous parler, vous allez isoler la 6e puissance mondiale. Or, aujourd'hui, on nous reproche de nouer des contacts avec des gouvernements. C'est une campagne de déstabilisation, selon vous? Ce n'est pas une campagne de déstabilisation, mais il n'y a rien en vérité dans tout ça. On n'a plus grand-chose à nous reprocher. Nous, en revanche, on est dans le sérieux et nous avons déposé avec Jean-Philippe Tanguy, qui est député à l'Assemblée nationale, il a, au nom du Rassemblement national, déposé une proposition pour qu'il y ait une commission d'enquête sur les ingérences étrangères, toutes les ingérences étrangères dans les partis politiques. Pour l'instant, on a une fin de non-recevoir, on attend la suite qui doit être donnée, mais je peux vous dire qu'en la matière, les autres ont beaucoup plus à se reprocher que nous, et moi je n'accepte pas qu'on mette en cause ma probité ou mon patriotisme. Alors vous dites que vous aspirez à diriger, à être au pouvoir lors de la prochaine élection présidentielle. Pour cela, il faut être majoritaire dans le pays. Ce n'est pas le cas actuellement. Au Parlement, 2 motions de censure vont être mises au vote à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances. Sur le budget, vous déposez, le Rassemblement national, une motion de censure qui ne sera pas, c'est mathématique, adoptée, puisqu'on a vu les députés du groupe Les Républicains ont dit qu'ils ne prendraient pas au vote, et celle de la gauche non plus. Comment est-ce que vous allez faire pour exister et pour renverser ce gouvernement comme vous le souhaitez avec cette motion de censure, être majoritaire? Mon rêve n'est pas de renverser le gouvernement, c'est de le remplacer et de prendre sa place à l'issue du quinquennat d'Emmanuel Macron, ou peut-être avant d'ailleurs s'il doit y avoir une dissolution telle qu'elle est prévue par la Constitution. Emmanuel Macron a été mis en minorité, c'est peut-être ça la révolution politique, l'enseignement de cette année électorale, c'est qu'il a été mis en minorité, ça ne s'est jamais fait avec un président réélu sous la Ve République à 1 mois et demi d'intervalle lors des dernières élections législatives. Depuis cette date, ce gouvernement cherche par tous les moyens à contourner le résultat des législatives et à contourner l'Assemblée nationale. Olivier Véran vous répond, c'est la Constitution. Ce sont les dialogues de Bercy,
Ce sont les concertations qui sont organisées dans les couloirs par les ministres avec les responsables de l'opposition. C'est les consultations qui sont faites par Mme Borne. C'est le Conseil national de la refondation. On cherche par tous les moyens à contourner le débat à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne a transformé le 49.3 en un outil de contournement de la parole de la représentation nationale. On a fait travailler pendant des semaines et des jours l'opposition à l'Assemblée nationale pour ensuite venir dire 49.3, on annule tout. Donc nous avons déposé une motion de censure. Qui ne sera pas majoritaire. Et en tout cas, excusez-moi, si à ce moment-là on part de cette logique-là, on ne fait plus rien et on reste chez nous. Bon, est-ce que vous voterez celle du Parti socialiste sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale? Nous avons une réunion de groupe cet après-midi à l'Assemblée nationale à 14h où nous définirons la position du Rassemblement national sur les motions d'autres mouvements politiques. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on vote des motions qui ne viendraient pas du Rassemblement national, y compris si elles doivent venir de la gauche, et peut-être demain et après-demain, dans les années qui viennent, de LR, s'ils retrouvent un peu de courage à la veille de Noël. C'est pas une alliance un peu incongrue, le Rassemblement national qui vote une motion de la gauche. Vous avez, dans le passé, dénoncé l'UMPS, là ce serait le RN-UPES. Non mais excusez-moi, on n'est pas au pouvoir. D'abord, donc l'accusation, si vous voulez, de coalition d'un système vaut quand les gens sont au pouvoir et pratiquent la même politique depuis 30 ans. Ça, c'est ce que font tous les dirigeants depuis 30 ans qui, dans notre pays, appliquent la même politique. Or, on est dans un contexte aujourd'hui de désordre économique, de désordre social, et je pense qu'il est important d'envoyer un signal de fermeté à ce gouvernement qui, encore une fois, en dépit de la volonté des Français, va passer en force sur la réforme des retraites, passe en force et se refuse à baisser la TVA sur l'ensemble de l'énergie, se refuse à sortir du marché européen de l'électricité pour rendre du pouvoir d'achat aux Français et abaisser les prix de l'électricité qui, vous le savez, dans le cadre de cet accord, sont corrélés au prix du gaz, qui va accélérer la répartition de l'immigration dans les villages et dans les campagnes françaises. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, alors même qu'une majorité de Français y est opposée. Donc on a un gouvernement qui passe en force contre la volonté du peuple français. Moi, face à cela, je n'ai aucune difficulté à envoyer des signaux de fermeté et d'opposition à ce gouvernement et éventuellement à voter des motions de censure qui ne seraient pas issues du Rassemblement national. Encore une fois, nous en discuterons cet après-midi et nous prendrons une position. Je serai en mesure de vous répondre en tout début d'après-midi. Jordan Bardella, vous dites... Mais je ne suis pas sectaire. Généralement, le sectarisme, nous n'avons fait que le subir depuis 30 ans. Moi, je ne suis pas sectaire et je pense que depuis les législatives, le RN a eu une attitude ferme et responsable. C'est-à-dire que nous avons voté ce qui allait dans le bon sens. Nous nous sommes opposés à ce qui était néfaste pour l'intérêt du peuple français et nous avons surtout proposé énormément de choses dont je regrette qu'une grande partie de nos amendements n'ait pas été reprise. Mais on a pu être entendu. Vous savez, quand on a, j'en termine, quand on a proposé la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, le gouvernement l'a toujours refusé. Je me réjouis qu'enfin il l'ait voté cet été sur proposition de Marine Le Pen. Alors, vous parlez d'une situation de désordre social et pourtant, on constate, en tous les cas, les Français l'ont constaté à l'occasion de ces départs en vacances, qu'il y a un quasi-retour à la normale dans les stations-service et que les mouvements de grève, de blocage de certains dépôts, de raffineries également, ont été levés, ou en tous les cas partiellement levés. Finalement, le gouvernement a utilisé la bonne méthode, celle des réquisitions. Il faut se réjouir, en fait, c'est pas totalement le tiers-monde, c'est la moitié, en fait. C'est un pas, c'est pas totalement le Zimbabwe, on y est presque, mais ce qu'on a vu avec des files d'attente absolument hallucinantes devant les stations-service a pénalisé énormément de Français. Et en vérité, ce gouvernement a manqué d'anticipation sur le sujet. Il aurait dû mettre très tôt autour de la table les acteurs de la direction de Total, les acteurs syndicaux, parce qu'en vérité, dans un contexte de super profit record, 18 milliards pour Total au premier semestre 2021, il est légitime, même si je ne soutiens pas les blocages et la méthode qui est employée, que les salariés d'une entreprise réclament une augmentation des salaires. Le sujet aujourd'hui, c'est le niveau trop bas des salaires. Tout augmente dans notre pays et les Français n'y arrivent plus. Les Français, quand ils vont faire leurs courses, ils cherchent les promotions. Quand ils ont cherché les promotions, ils cherchent la marque la moins chère. Quand ils ont une fois trouvé la marque la moins chère et les promotions, et le gouvernement a proposé la prolongation de la ristourne carburant. Le gouvernement a annoncé des aides à destination des petites entreprises pour payer les factures d'énergie. Moi, je pense qu'il faut baisser les taxes. Parce qu'en vérité, la ristourne va provoquer un afflux la TVA. La veille, exactement. La veille, donc voilà, vous avez compris, notre mesure, j'abrège sur le constat, vous le connaissez. Nous, ce que nous proposons, c'est de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le gaz, le fioul et sur les carburants. Parce qu'aujourd'hui, sur l'essence, vous payez 60% de taxes et avec la TVA sur la TICPE, effectivement la proposition de Marine Le Pen. Donc, c'est ce que nous proposons et l'ensemble des baisses de taxes, j'en termine, sur les carburants,
doivent permettre pour nous de redonner en réalité entre 15 et 30 euros par plein à tous les Français. Et ça, c'est une mesure que les Français attendent. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui, l'enterrement de la petite Lola qui a lieu donc aujourd'hui à l'occasion de ce drame atroce. S'est posé la question de l'exécution des obligations de quitter le territoire français pour les étrangers en situation irrégulière. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a redit son souhait, son ambition d'exécuter 100% de ces obligations. Oui, mais ça me fatigue parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait 5 ans qu'il nous dit ça. Emmanuel Macron, en 2017, dans son programme, il y a l'exécution de 100% Comment est-ce qu'on y parvient, On y parvient en rétablissant l'État, l'autorité de l'État, et en rétablissant l'ordre sur tout le territoire national. Ce gouvernement est coupable de laisser les bourreaux du peuple français sur le territoire national. Il y a encore vendredi à Marseille, dans la nuit de vendredi à samedi, sont vos confrères qui ont sorti l'information, une femme a été violée en pleine nuit par un Algérien, encore une fois, qui avait 2 OQTF derrière lui, encore une fois. Hier, à Saint-Étienne, un policier de la BAC sur les pays a été agressé par un type qui hurlait Allah Akbar et qui était encore une fois sous les frais, qui faisait l'objet d'une OQTF. On les renvoie chez eux. Et si les pays ne veulent pas les reprendre, et je pense notamment à l'Algérie, eh bien d'une part, il faut mettre fin aux accords qui facilitent l'immigration entre la France et l'Algérie, ce sont les accords de 1968, et il faut faire pression diplomatiquement. Moins de visas, ça veut dire moins de relations commerciales. Ça veut dire couper les transferts de fonds privés, ça veut dire couper les aides au co-développement, et ça veut dire pas un seul visa tant que ces pays qui nous envoient leurs indésirables seront dans l'absence de volonté de les reprendre. Deuxièmement, il faut un moratoire sur l'immigration, parce que voyez bien que l'immigration est devenue totalement hors de contrôle et que M. Darmanin, qui s'agite beaucoup, est dans l'incapacité totale de maîtriser nos frontières, alors même que nous avons battu tous les records d'immigration. Moi, je dis juste un mot sur cette affaire et parce que je ne souhaite pas polémiquer le jour de l'hommage. Mais les parents ne souhaitent pas de récupération politique. Mais d'accord, et j'ai aucune difficulté là-dessus. Mais la vérité, c'est que si l'État avait fait correctement son boulot, la meurtrière présumée de la jeune Lola n'aurait pas été sur le territoire national. Parce qu'elle était sous les frais d'une obligation de quitter le territoire français. Et on a un peu le sentiment que ces OQTF sont devenus des propositions de quitter le territoire français. Tout le monde rentre, mais personne ne sort. Et l'État ne se fait plus respecter. Donc donnez-nous les manettes et je peux vous assurer qu'en matière d'immigration, nous, on va faire. Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'avoir répondu à l'invitation de la matinale d'LCI.